objectif, c'est éliminer Kadhafi. Les conséquences sont là. Hein. Mais, Tania, la chose la plus triste, c'est que les gens ne peuvent ne pas aimer Assimi Goïta. Hein. On le concède. Mais est-ce que les gens voient les conséquences de la chute du Mali? Je ne sais pas, hein. Est-ce que l'Africain voit les conséquences de la chute du Mali? Est-ce qu'ils imaginent même un Mali déstabilisé? Est-ce qu'ils imaginent les conséquences d'une déstabilisation de l'AES? Personne ne sera épargné, hein, Tania. Personne. Cette déstabilisation ira jusqu'au golfe de Guinée. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, et je ne voudrais pas, oui, je ne voudrais pas que demain ça se produise. On me dit, Dani, parce que je ne ferai plus aucune vidéo. Je pèse mes mots aujourd'hui. Moi, Dani, là, je ne ferai plus aucune vidéo si ce scénario se produit. Parce que ce serait terminé. Échec et mat, ils auront gagné. L'AES tombe, c'est tous les pays là au sud qui tombent, hein, les uns après les autres, surtout les pays qui sont devenus hostiles à l'Occident. Il faut que je pèse ça en fait. Parce que beaucoup vont signer des accords de non-agression. Beaucoup seront contraints de re-signer des accords léonins avec la France, avec les États-Unis, pour ne pas voir la menace terreau-terreau envahir leur pays. Donc, c'est-à-dire, on aura une force terreau-terreau contrôlée au niveau du Sahel qui pourrait être activée à n'importe quel moment si et seulement si un dirigeant se lève un jour et ose encore emprunter l'idéologie que l'AES emprunte aujourd'hui ou véhicule aujourd'hui. Moi, je pose la question à mes frères. Chaque jour, quand vous vous réveillez, au lieu de dire que oui, on va gagner la guerre, oui, ceci, ce qui devrait vous mettre en urgence matin, midi, soir, c'est quelles seraient les conséquences de la déstabilisation de l'AES? Moi, je pense même que Tania, on devrait faire des lives là-dessus, afin que les gens comprennent les réalités de ce conflit. Qu'est-ce qui va se passer si le Mali tombe? Qu'est-ce qui va se passer au Togo, au Ghana, en Guinée, au Sénégal, si le Mali tombe? Si le Mali est contrôlé par des terreaux, comme en Libye, si des groupes armés se font la guerre, parce que c'est le cas, la guerre au Mali, après que le pouvoir central ait chuté, qu'est-ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, au golfe de Guinée? Au Niger, si le Niger tombe, qu'est-ce qui va se passer au Tchad et au Nigeria? Et si le Nigeria est attaqué comme il est, s'il y a vraiment un chaos contrôlé mais généralisé au Nigeria, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun, au Gabon, tous ces pays-là? Parce que tu vois aujourd'hui, Tania, certains pays de l'Afrique centrale là, quand tu entends leurs ressortissants, ils disent ah ouais, mais ce qui se passe là-bas en Afrique de l'Ouest, ça ne nous concerne pas. Ah bon? Ah bon? Tu vois certains dire que oui, mais nous on n'est pas en Afrique de l'Ouest, leur guerre là-bas ça ne nous concerne pas. Mais le titre de cet article c'est quoi, Tania? Toi-même relis un peu le titre. Relis un peu le titre de l'article 6. Afrique, la théorie des dominos. La théorie des dominos. Quel sera l'effet domino si le Mali tombe? Mais gars, vous n'êtes pas prêts. Hein? On ne soutient pas le Mali parce qu'on n'a que le Mali à parler. Hein? C'est comme tu es en train de dire depuis. C'est la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Déstabilisation en chaîne. Exactement. En fait, c'est la recolonisation de l'Afrique de manière brutale. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Tania? C'est une recolonisation maquillée. C'est-à-dire, on exploite l'outil terreau-terreau pour revenir recoloniser l'Afrique. Ce n'est plus une recolonisation comme avant où les militaires français arrivent avec des armes. Non! Aujourd'hui, leur bras armé, c'est les terreaux. Et c'est par les terreaux qu'ils reviennent nous recoloniser. Parce que les terreaux ont pour objectif de s'aimer la peur, la division, imposer leur idéologie. Eux, ils viendront comme les sauveurs. Tania. Au nom de la sécurité, au nom de je ne sais de quoi, ils vont vous dire que bon, peuple africain, nous pouvons venir éradiquer cette menace qu'ils ont pourtant soutenue financièrement, militairement, qu'ils ont appuyée.
Donc moi je pose la question à mes frères africains. Aujourd'hui on fait tout le temps des débats, on discute, on produit des contenus, nous sommes heureux, oui vive l'AES, machin truc, on est heureux, mais posez-vous cette question, c'est de la géopolitique. Qu'est-ce qui se passerait si le Mali tombe? Faisons des lives là-dessus. Quelles seraient les conséquences? Et quand vous allez regarder les conséquences en tête, vous serez 2 fois plus alerté. C'est là que vous allez comprendre que l'Afrique est en danger. Ce qui se passe actuellement, Tania, autour de l'AES, beaucoup ne sont pas en train de voir ça, hein, mais les Occidentaux sont en train de positionner leurs pions. C'est un projet que nous sommes en train de lire. Il n'a pas été réussi, mais il peut être activé d'une autre manière, Tania. Dans le livre, elle parle d'un attentat à Dakar. Le projet n'a pas marché. Demain, on parlera peut-être d'un attentat au Togo. On pourrait parler d'un attentat au Bénin, d'un attentat en Guinée. Ça dépend. Si à A, ça n'a pas fonctionné, on peut essayer avec B, avec C, avec D. On change juste les règles, les normes, c'est tout. Tu comprends un peu, Tania? Nous sommes dans une reconfiguration régionale et même africaine. Tout est en train d'être chamboulé. La question c'est, est-ce que nous restons des spectateurs ou des acteurs? Et c'est triste parce que quand tu expliques ça de manière posée, les gens t'insultent. En fait, ils t'insultent, c'est comme si c'est toi qui es à la clé de cette déstabilisation. Mais nous ne sommes que des relais. On vient relayer ce que des individus assis à 4000 km de nous ont pensé. Ils se sont dit, voici comment le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad vont tomber. Ça devrait vous alerter. Je vois des gens dire que oui, Assimi ne va jamais tomber. On ne dit pas que Assimi ne va jamais tomber. On vous dit de comprendre, d'entendre et d'observer, de lire, de chercher ce que les autres pensent de vous. Si tu ne prends pas la peine de comprendre comment l'autre fonctionne, comment peux-tu le combattre? Hein, Tania? Si tu ne m'étudies pas, comment peux-tu me combattre, Tania? Même en combat de boxe, les adversaires s'étudient mutuellement. Comment se fait-il qu'en Afrique, nous, on ne veut pas passer notre temps à étudier l'ennemi? On se dit que non, nous sommes tellement forts que si l'ennemi vient, on va le combattre. Tu vas le combattre comment si tu ne le maîtrises pas? Si tu ne connais pas ses tactiques, ses méthodes? Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire tomber la Russie parce que les Russes les connaissent. Les Russes les connaissent comme ça du bout des doigts. Les Russes savent comment ils fonctionnent. Ils maîtrisent leur technique de propagande. Ils savent comment les Européens réagissent sur le terrain, sur le front de bataille. Ils connaissent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à faire tomber la Russie. C'est aussi une question de ruse. Bon, nous, Africains, là, nous, on va les affronter sans les connaître comment. Mais il faut aussi qu'on apprenne à maîtriser leurs différentes méthodes de déstabilisation. Tania, tu sais, moi j'ai essayé un peu d'étudier les différentes opérations menées par l'OTAN à travers le monde. Il n'y a rien qui change, les stratégies sont les mêmes. Et ils ne cachent même pas les stratégies. Hein. Bien sûr. Ils ne cachent pas. Bien sûr. Aujourd'hui au Mali, ils ont essayé avant tout d'exploiter les terreaux. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je vais vous donner une théorie aujourd'hui. Ils ont exploité les terreaux. Ça ne fonctionne pas. Ils ont exploité la crise de carburant. Ça ne fonctionne pas. Ils ont exploité la division. On se rappelle tous du problème des Peuls, que ce soit au Burkina ou au Niger. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Tania? Si tous les 3 éléments n'ont pas fonctionné, il y a peut-être 1, voire 2 éléments qui manquent. Tu comprends un peu, Tania? Je répète, hein, si avec les terreaux, ça n'a pas fonctionné, parce que l'objectif des Français, selon c'était Yves Le Drian, je ne sais pas si c'était Yves Le Drian ou l'autre là, Sébastien Lecornu, voilà. Selon Sébastien Lecornu en 2023, le Mali n'allait pas tenir 6 mois. On est d'accord, non, Tania? C'est-à-dire que dans la tête de Sébastien Lecornu, le Mali allait sombrer
entre décembre 2023 et juillet 2024. Ils ne donnaient pas 6 mois au Mali. Les mêmes ne donnaient même pas à l'AES 2 ans. On est ici sur TikTok. On a fait des débats. Beaucoup d'Africains ici, comme occidentaux, ne donnaient même pas 1 an à l'AES. Nous sommes à plus d'1 an aujourd'hui. C'est-à-dire que les attaques terroristes n'ont pas fonctionné. Ça n'a pas divisé ni fragmenté le pouvoir. Au contraire, ça l'a renforcé. Mais non, il y a eu la crise du carburant qui avait pour objectif de renverser le pouvoir, mener une forme de révolution populaire, mais entre parenthèses, révolution colorée. Ça n'a pas fonctionné. Mais non, il passe à la division. Il faut diviser les Maliens. Même là, ça ne fonctionne toujours pas. Maintenant, on exploite les politiciens corrompus, les forces locales, afin de créer une forme de division au sein de la société. Les opposants, eux, ils ont pour objectif de dire aux Maliens, ouais, mais Assimi Goïta, il ne faut rien, il ne travaille pas, éloignez-vous de lui, il n'a pas d'objectif pour le Mali, nous étions là avant lui, certes, mais c'est pas à cause de nous, réunissez-vous autour de nous, faisons sombrer le pouvoir, faisons-le chuter, reprenons les rênes, instaurons la démocratie, les élections. Ça, c'est le rôle des opposants. Ils sont dans leur rôle. Mais même ça va échouer, Tania. Mais non, moi, j'ai une théorie. Mais je ne sais pas si je dois dire cette théorie-là ici, Tania. Mais j'ai une théorie. Je sens que les terreaux vont miser sur ça. Mais je vais t'en parler en privé. Je peux pas dire ça comme ça ici, là. Mais il y a une théorie là, je te jure, ça trotte dans ma tête depuis plusieurs mois. Et je juge que c'est la dernière des phases. Vraiment, la dernière des techniques que les gars vont exploiter avec les Occidentaux. Pour essayer de faire tomber le Mali. Pour moi, c'est la dernière. Elle sera la plus meurtrière, mais j'ai confiance en nos dirigeants. J'ai confiance en nos dirigeants. Mais je ne peux pas dire ça ici. Tu vois un peu, je vais te dire, je vais t'expliquer ça. Mais j'ai confiance en eux et je pense qu'ils vont déjouer ces stratégies. Ah, non, ne disons pas. Ne disons pas. Mais pour moi, c'est la dernière des stratégies. Parce que je n'en vois plus une. Et c'est la même stratégie qu'ils ont voulu appliquer en Russie. Ça a échoué. Et regarde, je ne vais pas dire ces stratégies, mais quand ils ont échoué avec ces stratégies, c'est là même où la Russie a commencé à les battre en Ukraine. Oui, ils ont appliqué la dernière stratégie, la dernière carte là en Russie, ça a échoué. Et comme ils ont vu que ça a échoué, c'est comme ça, de manière successive, qu'ils ont commencé à perdre en Ukraine. Ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas battre la Russie sur le plan militaire. C'est fini. C'est pour ça que tu vois maintenant, ils sont en train de jouer. Oui. C'est autre chose. C'est pas la communication. La communication non, c'est plus la communication. Ça n'a rien à voir avec la communication, ce que je dis là. La dernière carte là, ce n'est pas la communication. La dernière carte là, Tania, ça s'accompagnait de la communication. Maintenant, ils ont échoué à la communication. Maintenant, ils vont activer cette carte. C'est la dernière. Et si l'AES réussit à déjouer cette carte, je te dis, Wallah Bilay, que les gars officiellement vont peut-être pas reconnaître que l'AES les a surclassés ou surpassés les terreaux, mais ils vont, je suis sûr, officiellement annoncer que les terreaux ont de la peine à mettre à terre ces 3 régimes. Je suis sûr. Que le temps nous prête longue vie, Tania. On est là, non? Je crois que... Mais je te dirai ça en privé, et quand le jour là arrivera, je te dirai que, mais t'avais pas dit. Je crois que les pays de l'AES, ils sont déjà au courant. Non, ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Ils sont déjà au courant. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Ouais. C'est-à-dire, quand on vous dit lisez beaucoup, parce que eux-mêmes ils disent ce qu'ils vont faire. Eux-mêmes ils le disent. Que ce soit Le Coin, que ce soit Casque, Didier Casque, et tous ils ont dit tout ça. Ils ont dit tout ce qu'elle est en train de dire. Donc, comme on vous disait depuis le début, le pilier, c'est le Mali. Et ils veulent forcément passer par le Mali, déstabiliser le Mali, pour pouvoir déstabiliser
toute l'Afrique de l'Ouest. C'est toute l'Afrique de l'Ouest parce que ils disent même qu'en Mauritanie, il y aura des prises d'otages. Il y aura des terreaux en Mauritanie qui vont faire des prises d'otages. Mais Tania, il faudrait que les gens comprennent. Nous avons gagné la guerre informationnelle. Non, ça c'est fini ça. Ne vous trompez pas, nous avons gagné cette guerre. Hein. Quand je vois les commentaires dire que oui, c'est la guerre informationnelle, laquelle nous l'avons gagnée. Preuve à l'appui, ils ne peuvent plus vous manipuler. Ça prouve qu'ils ont échoué dans leur guerre cognitive. Exactement. Eux, ce qu'ils ont gagné, c'est la guerre de propagande, parce qu'ils sont excellents dans ça. La guerre de propagande, ils sont bons. Ils l'ont gagné parce qu'ils ont... Ils étaient choqués par le jeune de 17 ans qui a fait la propagande sur la France. Ouais, mais eux-mêmes, ils sont champions dans ça. Donc, tu comprends que, Tania, la guerre informationnelle, nous l'avons gagnée. Ce n'est plus la carte qu'il faut miser. Aujourd'hui, si vous voyez encore des articles, bon, ce sont des articles qui vont juste balancer comme ça. Mais ils savent que le peuple malien est résilient. Ils le savent dorénavant. Avec la crise du carburant qu'il y a eu là, Tania, si le Mali n'est pas tombé, ils savent très bien qu'ils ont échoué dans la guerre informationnelle. Ça, c'est une certitude, mais il ne faut même plus douter. Parce que si c'était pas le Mali, d'autres pays tombaient, hein, sous la pression qu'on voit. Oui, d'autres pays à la place du Mali tombaient. Ouais, il y avait trop mais le Mali a subi, hein, Tania. Le Mali a subi. Oui, non. Quand on s'est retrouvé à Bamako, j'ai dit, mais attends. Les gens, exactement. Avec toute cette propagande-là, les Maliens me demandaient, mais c'est des cas Bamako, ils parlent. Mais si c'était avant, s'il n'y avait pas autant de communication, s'il n'y avait pas Internet, si c'était avant, avec les mêmes chaînes où nos grands-parents, nos pères, nos grands-parents, ils se réveillent le matin, ils écoutent RFI. Ils mettent les radios là pour écouter RFI, pour écouter TV5, tout. Je te jure que ça allait tomber. Et c'est cette même propagande qu'ils ont utilisée en 2012, 2013 à Bamako. Tania, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des Maliens qui ne comprennent pas français, qui parlent bambara. Exactement. Beaucoup ne sont même pas sur TikTok, mais comprennent cette guerre comme nous la comprenons. Analysent cette guerre comme nous l'analysons. Selon toi, comment font-ils alors qu'ils ne sont pas avec nous? C'est parce que quelque part, il y a la communication qui joue, mais c'est parce que cette population, ce peuple, a confiance en son dirigeant. Il y a aussi ce détail-là qui compte. Là, je te dis, Tania, la crise du carburant qu'il y a eu là, il y a d'autres pays qui sombraient. Avec la pression des terreaux, la menace des autres. Je dis qu'il y a d'autres pays là, on remplaçait le Mali, en mettant notre pays là, le pays là tombait. Le Mali n'est pas tombé. Parce que la population est forte, elle est résiliente, elle croit en son dirigeant. Elle a traversé des épreuves encore plus difficiles que celle-là. Et moi, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si même avec cette crise, ils n'ont pas réussi à faire tomber le pouvoir, ce n'est plus la guerre informationnelle qu'ils vont miser. La guerre informationnelle, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste de répondre à certains articles de presse propagandistes. Oui, on pourra encore répondre. Mais la guerre informationnelle, ils savent qu'ils l'ont perdue. Maintenant, il reste une dernière carte, Tania. Moi, je te dis, c'est la dernière carte là. Je vais te dire sur le téléphone. Et tu as dit que j'ai raison. À Bamako, je me rappelle bien. C'est la dernière carte là qu'ils vont miser. C'est la dernière. Et pour réussir la carte là, Tania, il faut des traîtres. C'est ça la vérité dans l'histoire. Pour réussir la dernière carte que j'ai envie de dire là, oui. Pour réussir la dernière carte là, il faut des traîtres. Au sein même de l'appareil sécuritaire. Il faut des traîtres. Oui. Parce que sans les traîtres là, s'il n'y a pas de traîtres là, la dernière carte que les gars veulent jouer, ça va pas marcher. Ça va jamais marcher. Voilà. Il faut des traîtres au sein de l'appareil sécuritaire. Des gens qui vont fermer les yeux quand ces opérations se dérouleront. Parce que ce sera la dernière carte. Et cette dernière carte aura pour objectif, Tania, de fragiliser le pouvoir. Donc en fait, la dernière carte là aura deux effets. Tu comprends un peu? Non, je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire la dernière carte là. Ouattine, moi, quand ils avaient fait la propagande sur Bamako en octobre-novembre, il avait dit, ils allaient faire comme Kaboul. Tu te rappelles? Il a expliqué. Non, lui, il a un peu brouillé les pistes. La dernière carte là aura deux effets, Tania. Le premier effet, je ne dis pas la carte. Ce sera de diviser le pouvoir
de l'affaiblir. Et le deuxième effet, de provoquer une onde de choc, une forme de terreur dans les esprits des populations maliennes. Et ça va réussir. La dernière carte là, c'est ce qu'ils ont voulu faire en Russie, ça a échoué. En fait, ils avaient même réussi. Il faut même que je dise. Tania, ils avaient même réussi. La carte, ils avaient réussi. Mais je ne sais pas comment Poutine est. Franchement, Poutine, c'est un gars qu'on va étudier. Hein. C'est un mec qu'il faut étudier. Les gars avaient réussi le plan, mais je ne sais pas comment la Russie a réussi à retourner la situation à leur avantage. Parce que quand ils ont fait le truc là en Russie, bam, je te garantis que si la Russie, le gouvernement russe ne prenait pas des mesures, Poutine tombait. Hein. Il devait tomber de l'intérieur. Oui, moi je te le dis ouvertement. Le mec allait tomber de l'intérieur. Les gars allaient dire que non, gars, mec, tu peux pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. On a besoin d'un pouvoir fort et toi tu es faible, on te renverse. C'est pour ça que à la même période, on parlait du coup d'état de Prigojine. Parce que tout était, en fait, tout était déjà planifié. Mais ils ont échoué. Donc les gars, faites très attention. J'espère qu'un jour, j'aurai à vous détailler cette carte. Il y a un autre livre aussi qu'on va aller lire, on va chercher. Quel livre? Oh, bien sûr. On va choisir les parties qu'on va lire, celui de Abdou Niang. Et puis il y a un autre qui nous a été donné par quelqu'un de très précieux, surtout une partie. On va lire et puis on va voir s'il y a des parties aussi que on peut expliquer aux abonnés. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, si on lit beaucoup, si on se documente beaucoup, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand Daniel a lu quand Daniel a lu hier, vous n'aviez pas compris que ça venait pas de lui. Ça venait des personnes, des officiers, des docteurs, des trucs qui ont parlé des... Non, ils ont compris. Voilà. Non, tu sais, Tania, il faut aussi cesser de dédouaner certaines personnes. Ils ont compris. Parce que dans ma vidéo, à la troisième seconde de ma vidéo, je dis bien, je résume l'extrait d'un livre. C'est le français que j'ai parlé. Ils ont compris. C'est juste que parfois mais faut beaucoup parler, mais quand il faut aller suivre les films de 4 heures, 6 heures de temps, les séries, là ils comprennent, non? Quand il faut suivre les analyses de football, là les oreilles sont ouvertes comme, oui, là il faut comprendre. Mais quelqu'un te dit une vérité, te donne un sujet, il te précise déjà à 3 secondes ce dont il va parler, toi tu fais comme si tu n'as rien compris. Mais si c'est le football, le Congo ça, voilà encore un autre sujet. Si c'est le Congo ça là, oui. Si c'est les clashs en Côte d'Ivoire, oui. Si c'est les clashs entre influenceurs en Côte d'Ivoire, ils sont là les gros yeux, comme disait Ibrahim Traoré. Les gros yeux sont ouverts comme ça là. Les oreilles sont penchées, puis ils sont en train d'écouter. Mais on vous dit la vérité sur ce qui se passe dans votre pays, vous faites mine de ne rien comprendre ni de rien savoir. C'est dangereux. On va les emmener à comprendre. Tu as vu qu'on a lu une bonne partie du scénario 6. Ils ont compris. Ils savent maintenant les enjeux. Mais moi, Tania, tu sais, excuse-moi, je ne te coupe pas. Revenons un peu sur le Sénégal. Et je vais m'arrêter de parler de ça. Tu sais, ce n'est pas le scénario même ou le Sénégal même qui m'inquiète. C'est le fait que des individus, des humains s'asseyent quelque part. Imagine 76 personnes qui meurent. Ils imaginent 220 blessés. Ils pensent qu'une voiture bourrée d'explosifs, soit 1 tonne, peut-être ce sera une Toyota Yaris, disons. Ils imaginent une Toyota Yaris d'1 tonne, chargée d'explosifs, explose devant une ambassade, précisément l'ambassade de France. Le fait de penser même, Tania, c'est pour ça que j'ai interpellé mes frères sénégalais hier, eux ils m'ont pas compris en fait. Tu comprends un peu?
Et ils n'ont pas compris, en fait, ma vidéo d'hier. Je suis en train de dire aux Sénégalais, mais c'est même grave que le fait que des gens pensent qu'il y aura des morts chez vous. On s'en fout que le Sénégal soit attaqué, les terreaux. Non. Le fait que des hauts gradés de l'armée imagine un scénario où des Sénégalais vont mourir, c'est très grave. Des hauts gradés français qui imaginent même la mort des Français. Non, mais au Sénégal, exactement. Dans une ambassade française au Sénégal, non mais attendez, pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit sur le effectivement, c'est très grave que des gens s'asseyent, mais vous devriez même porter plainte. Que ces gens-là viennent vous expliquer dans quel contexte 76 personnes vont être éliminées ou devaient être éliminées dans votre pays. C'est pas moi, Dani, vous devez m'attaquer. Moi, je crois, moi, je fais que le relais, l'information. Elle a attaqué les auteurs du livre, les personnes qui ont donné leur avis. On va envoyer le livre là à Sonko, il va poser question à tous ceux oui, qui dedans. Attaquez vos auteurs, parce que c'est trop grave, Tania. Imagine Tania, un écrivain, un journaliste africain écrit un livre. Il part questionner, il s'en va questionner le capitaine Ibrahim Traoré, Tchani, Assimi Goïta. Et les trois disent, ah, là-bas au Sénégal, non, là-bas en France, 140 personnes vont mourir. Tania, ça va faire un tollé mondial, hein. Ah! Si les trois là disent un truc pareil à un journaliste qui lui parle, mettre ça dans son livre, je t'ai dit le lendemain, il y a des sanctions, hein. Vous allez vous expliquer. Mais pourquoi quand c'est l'inverse, tout le monde se tait? C'est ça qui est un peu étrange, hein. C'est comme si chez nous en Afrique, la mort de nos frères ne dérange personne. Au point où je vois des gens me dire que oui, on s'en fout de ça. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est le football, la CAN. Ah bon? Ok. C'est pour ça que moi je suis bien. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi. Moi je parle maintenant que de la Russie et de l'AES. Matin, midi, soit je suis dans la Russie, AES Russie. Parce que quand tu essaies un peu de quitter ces deux zones-là, tu peux un peu faire de géopolitique ailleurs, on t'insulte, on te chasse, on te dit oui, toi tu racontes des bêtises, tais-toi. Je dis que bon, ok, bon les gars, comme nous sommes des propagandistes, mieux nous on reste donc dans la Russie et l'AES, là où on ne nous traite pas de propagandistes, au moins là-bas, nous on fera nos analyses. Mais dès que tu quittes les deux zones-là, c'est comme si tu es devenu un vampire. Ah. Ils connaissent pas les enjeux, ils savent pas. Connaissent pas les enjeux du conflit, ils ne savent pas. On entend de parler, mais ils sont en train de dire ça, mais Dani, Côte d'Ivoire, Cameroun. Bon, la Côte d'Ivoire vient le Cameroun, bon, on s'en fout. Oh, non, mais après, tu es sûr que le Cameroun va taper la Côte d'Ivoire? Je suis pas sûr, hein. Ah, la Côte d'Ivoire de cette année, l'enforme des. Bon, la Côte d'Ivoire depuis l'année dernière, hein. Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner. Je pense, hein. C'est mon point de vue, hein. Bon, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner. Il y a un match. En plus qu'il y a le Burkina qui joue aussi tout à l'heure. Donc c'est aujourd'hui que j'ai regardé le match du Burkina et puis celle de la Côte d'Ivoire. Je sais même pas. J'ai pas encore regardé depuis. Le titre du livre. Kadi met le titre du livre. Elle va mettre le titre du livre. Je vous invite. C'est pas que le scénario. Il y a le scénario même entre l'Algérie et le Maroc. Il prévoit des guerres entre l'Algérie et le Maroc. Il y a le scénario de la Biélorussie, même le Moyen-Orient, il y a plusieurs scénarios. Ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Bon, nous, comme c'est l'Afrique, l'AES qui nous intéresse, le général a signé, surtout le Mali, le plan qu'est le Mali, c'est pour ça que nous, on a lu venir directement lire le truc. Mais au fur et à mesure qu'on aura ce genre de livre-là, on va lire celui de Abdoul Niang aussi. On va venir lire les scénarios très intéressants aussi là-dedans. Ne vous en faites pas. Comme je vous ai dit. Oui, bien sûr. Voilà. Comme on vous dit tout le temps, Dani et moi, au fur et à mesure que vous vous documentez, au fur et à mesure que vous lisez des livres, ils ne cachent rien. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez savoir pourquoi on est dans cet éveil de conscience au fait. Vous allez comprendre. Ils ne cachent rien. Mais, Tania, la guerre en Ukraine, elle a été annoncée en 98 par George Friedman. Oui. Ah bon? Oui. Oui. La guerre en Ukraine aujourd'hui, là, elle a été annoncée par George Friedman. Il avait même donné la date. Il a dit qu'elle éclatera en 2022. On est en 98.
Il t'a même expliqué dans son livre comment la guerre va se dérouler. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Sauf que lui, il a fait erreur. C'est qu'il avait confondu la Russie des années 98 à 2022. Parce que à la fin de son livre, il prédit la chute de la Russie. Sauf que la Russie n'a pas chuté. Au contraire, elle a gagné la guerre. Parce qu'il n'a pas pris en compte plusieurs facteurs. Nous ne sommes plus aux mêmes époques. Non. Mais il t'a prédit le début de la guerre. Tout a été prédit dans les livres de George Friedman. Il n'est même pas le seul. Ils sont pleins. Kadhafi qu'on a éliminé en 2011. Mais c'est depuis les années 90 qu'on planifie sa mort. C'est pas inconnu du monde. Il y en a des auteurs qui en ont parlé dans les années 2000, 10 ans avant sa mort, Tania. Il y a des auteurs. Mais il y a les auteurs américains qui en ont parlé 10 ans avant sa mort, que Kadhafi finirait éliminé. Mais Tania, ces gens ne cachent rien. C'est ça que nous les Africains ne comprenons pas. Ils ne cachent rien. Rien. Des grands spécialistes qui travaillent avec la CIA, mais t'ont prédit majoritairement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Oui. Même le Sahel, ils avaient parlé de ça, hein, pour le Sahel. Ils ont parlé. Plusieurs personnes ont parlé de ça. Plusieurs livres ont parlé pour le Sahel, ce qui allait se passer dans le Sahel. Tout le monde sait. Même pour revenir en Afrique, il y a plusieurs qui parlent de ça. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas lire et qui pensent que nous, on n'a rien à faire. Mais ça va. Mais revenir en Afrique, c'est quoi pour toi? Ils sont jamais partis, Tania. Ils sont là. Dire, en fait, ils disent revenir en Afrique, c'est un peu le gros morceau. Il faut juste qu'ils disent reprendre le contrôle du Sahel, c'est tout. C'est tout, c'est même ça qu'il faut dire. Parce que quand ils disent revenir en Afrique, mais ils sont déjà en Afrique. On a besoin de ton analyse. Parce que dans tout ça, au fait, le plan même, Dani, de ce qu'on a lu aujourd'hui, le livre de Alessandra Saviana, c'est le plan qu'ils sont en train de mettre en marche. Parce qu'ils sont en train d'encercler les pays de l'AES. Toi et moi, on sait que Africom va s'installer en Algérie, tout ça. D'accord? Dis-moi, Donald Trump qui dit vient secourir les chrétiens au Nigeria, alors, et la RDC, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Trump n'est pas dans une logique de guerre. Ok? Trump ne va pas faire la guerre à un pays africain. Trump, c'est un businessman. J'aurais peut-être eu des craintes si c'était Joe Biden qui était au pouvoir ou si c'était Kamala Harris qui avait pris le pouvoir. Trump, il est dans une logique vénézuélienne. C'est-à-dire, je frappe, je fais peur, mais j'impose mon deal. C'est tout. Tu vois, par exemple, le Venezuela, si les États-Unis voulaient, ils seraient partis en guerre, toute la région se serait embrasée. Mais ce n'est pas son objectif. Lui veut faire de l'oseille. Donc, il se positionne, par exemple, au Venezuela, il frappe les navires, il met la pression à Maduro, ou soit il demande à Maduro de quitter le pouvoir, mais il asphyxie l'économie du pays. C'est tout. Il est dans une logique de pression. America first. Les intérêts américains d'abord. En Afrique, c'est la même stratégie de Trump. Trump ne va jamais aller en guerre. Ce n'est pas dans son intérêt d'aller déclencher des guerres au Sahel. Il a quoi à gagner en menant une guerre au Sahel? Non! Trump est dans une vision de pression. Je veux, par exemple, l'uranium au Niger. Si tu me donnes pas, je te fous la pression. Maintenant, il y a une manière maintenant pour les Américains de foutre la pression. Peut-être c'est d'asphyxier le Niger, peut-être c'est de mener des attaques à ses frontières, peut-être c'est de sanctionner le Niger, peut-être c'est d'imposer des sanctions. Je ne sais pas quel type de levier eux ils vont utiliser, mais par exemple les frappes qu'il y a eu au Nigeria, ce n'était pas gratuit, Tania. Ce n'était pas gratuit. Est-ce que les États-Unis ont mené ces frappes sans autorisation du Nigeria? Possible. Et s'ils ont mené ces frappes avec autorisation du Nigeria, quelle contrepartie il y a eu derrière? Parce que moi, je me rappelle, lorsque l'Africom a dit même qu'ils leur ont donné des renseignements avant les frappes. Non, Tania, quand Africom a été créé en 2007, si je ne me trompe pas de date, vous me corrigez en commentaire, l'objectif des Américains était simple. Installer une base militaire au Nigeria. Ça a toujours été d'actualité. Quand Africom est né, une base de la CIA devait être installée au Mali.
Le président de l'époque a refusé. C'est comme ça que ça s'est retrouvé à Stuttgart. Au Nigeria, de 2007 à 2018, ils ont insisté à installer une base militaire. Le gouvernement nigérian s'y est opposé. Quand il y a eu les menaces de Donald Trump vis-à-vis du Nigeria, souviens-toi, il y a certains hauts gradés du Nigeria qui sont sortis pour dire que ce que les Américains sont en train de faire, c'est une manœuvre pour nous imposer une base militaire. C'est pas Dani qui le dit. Lisez, recherchez, faites vos propres recherches. Beaucoup de hauts gradés militaires au Nigeria le dénoncent. Disent que tout ce que Trump est en train de faire, c'est juste une manœuvre pour imposer une base militaire dans notre pays. Ce que nous ne voulons pas, parce que la base militaire que les Américains veulent installer de force au Nigeria aura une capacité de surveillance dans tout le Sahel. Je te donne une information. Je te donne une petite information que beaucoup n'ont pas. Peut-être vous l'avez, je ne sais pas dans vos têtes, ni dans vos recherches. Mais les États-Unis ont demandé l'accès de survol du territoire nigérien. Au Niger. Le Niger a refusé. Je pense que tu le sais, ça. Oui, je te donne cette information si tu ne l'as pas. Information de source sûre. Les Américains avaient demandé, oui, il y a quelques mois, bien avant les frappes au Nigeria, les États-Unis ont demandé l'accès de survol pour traquer soi-disant les terreaux. Le Niger a refusé. C'est comme ça qu'ils se sont rabattus au Nigeria. Oui, Tania, je te dis, oui, c'est comme ça qu'ils se rabattent au Nigeria et obtiennent la permission. Et c'est comme ça que les drones MQ-9 Reaper commencent à sillonner le ciel du Nigeria, mais évitent de franchir la limite du Niger, de la frontière nigérienne. Tania, la cible de tout ça, c'est ça moi j'ai dit, hein. Est-ce que tu as vu, moi j'ai parlé du Nigeria? J'ai pas parlé de ça, moi je m'en fous. Parce que je sais que la cible de tout ça là, tout ce qui se passe là, c'est l'AES. Faut pas réfléchir de midi à minuit. Tu sais, il y a une logique qui est claire. Si j'attaque les terreaux au Nigeria, il y a la stratégie de poursuite qui s'applique. Étant donné qu'ils disent que les terreaux là viennent du Niger, en grande partie du Sahel, si nous les frappons au Nigeria, et nous n'arrivons pas à les éradiquer là-bas, on va aller les éradiquer chez qui? Le voisin. Donc, c'est étant donné qu'ils viennent du Niger comme ils le disent, et qu'on n'arrive pas à les traquer, à les attraper au Nigeria, on va créer une forme de fausse information, comme quoi ils ont pour base arrière le Niger. Étant donné qu'ils ont pour base arrière le Niger, nous allons frapper le Niger. Rappelle-toi, Dani, rappelle-toi Talon, devant son Assemblée nationale l'année passée, où il fait son bilan. Il dit le Bénin est confronté aux terroristes. Mais ces terreaux-là sont en liberté dans les pays voisins. Comme les Lukarawa. C'est vrai, j'ai pas envie de donner des informations ici dans ce live-là. Mais qui forme les Lukarawa? Est-ce que tu connais même, je ne sais pas s'il y a des Nigérians dans ce live ou des gens qui connaissent bien la région, qui peuvent venir témoigner. Quels sont les atouts de ce groupe soi-disant terreau? Pour ceux qui connaissent un peu, quand étudient un peu les Lukarawa. Quels sont leurs atouts? Ceux qui sont au Bénin là. Non, ceux qu'on accuse au Nigeria d'éliminer les chrétiens. Quels sont leurs atouts? Quelles sont leurs forces? Comment procèdent-ils au Nigeria? Ce sont deux modèles là-bas. Non, alors, non, allons pas à pas. Comment procèdent? Mais c'est ce qu'ils ont dit, non? Mais donc tu n'as pas suivi l'actualité. mais ils ont annoncé que c'est les Lukarawa qui ciblaient. Au point où... Oui. Et voilà, merci, les Lakurawa. Ils ont dit que c'est les Lakurawa qui ciblaient, au point où certains Nigérians se demandent, mais pourquoi donc vous êtes venus frapper une zone ici à Sokoto où en réalité on ne les voit même pas? En fait, les gens sont étonnés des frappes américaines. Bon, en même temps, aujourd'hui nous sommes le 28. Bon, il y a eu des frappes. Où sont les corps? Il n'y a pas de corps. Alors qu'ils disent que plusieurs cellules... Ils disent que plusieurs cellules ont été démembrées, ont été démantelées, que la frappe chirurgicale fut succès, beaucoup ont été éliminés. Où sont-ils?
Donc il n'y a même pas un seul... Je ne sais pas, Tania, est-ce que toi tu as vu encore depuis là? Ah, peut-être ils vont nous montrer ça dans... J'ai vu les gens montrer les bombes, les maisons, mais j'ai pas vu de corps. Ah. Non, je pose la question en commentaire. Hein. Est-ce que vous avez vu les corps de ces terreaux, même une photo? J'ai pas vu, j'ai vu bombe qui n'a pas explosé, les gens transportaient, ou bien c'est explosé, ou bien ça n'a pas explosé, les gens transportaient. J'ai vu les maisons, j'ai vu, eux-mêmes ils ont filmé, quand ils étaient en train de faire tout depuis le bateau là. Mais, son corps comme ça, mais son un sur le monde. Ah! Ton papa nous dit, il nous a fait la Tinubu. Parce que ça, c'est une méthode de pas Tinubu, ça. Menti! Tania, les Américains, ils ont une particularité, surtout Trump. Trump aime le match vu. Exactement. C'est un homme d'affaires en plus. Voilà. C'est un mec. Vendre son image. Voilà, c'est un mec qui vante ses opérations. On a vu lorsque le B2 Spirit a frappé l'Iran. On a vu les communiqués des médias américains, du gouvernement américain jusqu'aux vidéos. On a tout vu. Même le Venezuela, non, même pas loin, hein, plus récemment, le Venezuela. On a, chaque fois que les Américains frappent chaque fois qu'ils frappent un avion au Venezuela, ils mettent la vidéo. Et ils n'attendent même pas 2 jours. À la même seconde, ils publient la vidéo. Ils publient même l'extrait de comment le missile décolle pour aller frapper. Donc, ils filment même en 8K. Il y a eu l'extrait de comment ils ont commencé le bombardement. Non, il y a l'extrait de comment ils bombardent, comment le missile décolle. Mais où sont les extraits des morts, eux-mêmes qui s'empilent? En fait, ou bien la partie là même, on doit... En fait, Dani, je t'explique. Avant qu'on parte à Bamako, il y a 3 semaines, il y a ce qui se passe au Bénin, où le Nigeria dit il est le policier de la CEDEAO. Jusqu'à on menace le Burkina. L'histoire de l'avion. Que le Burkina n'a pas intérêt à révéler le lion qui dort. Et que le Nigeria est l'armée la plus forte en Afrique de l'Ouest. Mais à quel moment l'armée la plus forte a besoin des États-Unis pour des terreaux? Tania, je doute d'ailleurs sur une information. Je pense que je vais rester clair. Les États-Unis sont au Sahel pratiquement depuis près de 10 à 15 ans. Peut-être 20 ans, de manière officieuse comme officielle. Ils sont au Sahel. Ça, c'est confirmé, on le sait. Voilà. Les États-Unis n'ont pas besoin du Nigeria pour avoir des renseignements. Faut arrêter ce délire. C'est la partie là, j'ai rien compris. Où le gouvernement nigérien dit que c'est eux-mêmes qui ont donné renseignement. J'ai dit, quel renseignement? Si les États-Unis, ils vont prendre les satellites pour trouver les gars. Ils n'ont pas besoin. Ils ont cartographié le Sahel pratiquement depuis des décennies. Tania, qui fournissait le renseignement aux Français au Sahel, à Barkhane? Qui continue de fournir les renseignements? Parce que n'oublie pas, la France a besoin de certaines choses que les États-Unis leur donnent. C'est les États-Unis. Ok. Qui fournissait le renseignement au G5 Sahel? Les États-Unis. Qui fournissait le renseignement à Serval? Mais c'était les États-Unis. Et c'est le Nigeria qui a venu fournir le renseignement aux Américains. Il n'y a pas qui nous voit des films, hein, nous, non. Le film là, non. Tania, j'irai même plus loin. Les Français n'ont pas cette capacité opérationnelle de garantir ou d'apporter un renseignement fiable lors d'une opération au sol à un pays africain. Ce qui s'est passé au Bénin, où on dit les Français ont donné les renseignements au Nigeria, même moi ça je doute. Hein. Les Français étaient peut-être derrière, mais quand j'analyse, je me dis, et si les Américains aussi n'étaient pas derrière? Parce que moi je mets toutes les hypothèses de côté, hein, tu sais. À la prise de Kidal, les militaires, les FAMA, le gouvernement malien a dit qu'ils ont vu des grottes où il y avait la trace des Américains.
Oui. Ils ont pris Kidal, ils ont trouvé des lieux et des grottes où ils ont découvert, tu vois, à force de partir à la va-vite là, de vite partir, ils ont laissé sûrement des documents, des trucs, c'était des Américains, ils ont confirmé. Il y avait la trace des Américains dans le Sahel, au nord du Mali. Donc, Mais, on sait que la France n'est pas trop fort en renseignement, tu sais, on vient de le dire. Comment ça se fait que par Tinubu vient nous dire que c'est lui qui a des renseignements aux États-Unis? cette action militaire a été menée, et je peux me tromper, hein, je mets ça au conditionnel. Cette action militaire américaine a été menée sans l'approbation du gouvernement nigérian. C'est pour lever Maintenant, la honte parce peut-être, que les Nigériens allaient se lever sur lui, non? non, même pas se lever, pour empêcher qu'on parle d'ingérence. Exactement. Exactement. Le Pour parler gouvernement, oui, le gouvernement nigérian s'est prononcé pour dire oui, c'est une collaboration des États-Unis. Frère, on peut pas te menacer durant 2 semaines et venir te supplier qu'on va mener une opération militaire chez toi à 19 minutes. À un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des totos. Trump ne peut pas brandir le drapeau noir contre Tinubu quasiment depuis 1 mois et venir bon matin dire à Tinubu, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord pour que je frappe Sokoto? Trump? Quand Trump allait bombarder le Venezuela, il a demandé l'accord à qui? Il s'est levé un matin, il a dit, en plus, Tania, c'est même là où je dis que c'est un peu stupide, parce que, rappelons-nous de ce que Chani a dit. Là-bas au lac Tchad, il y a qui? Qui forme les terreaux? C'est la CIA, la CIA. c'est la DGSE. Il a dit. On minimise ça, mais c'est réel, c'est factuel. Qui a mené la frappe au Nigeria? C'est Africom. C'est Africom, hein, qui a mené la frappe. Ils ont des agents un peu dispersés dans tous ces pays. Ils ont des relais informationnels dans tous ces pays. Ce sont des gens comme toi et moi, qui sont habillés comme toi et moi. Tu ne sais pas que c'est un agent de renseignement. Ils sont nombreux. Parfois même c'est des Nigérians, mais qui ont été recrutés par l'agence. C'est comme ça, c'est ça la vérité. Donc en quoi le gouvernement nigérian allait fournir du renseignement aux Américains pour que la frappe soit précise? C'est un leurre, on est en train de vous bleurer. Les gars ont outrepassé tout simplement le gouvernement nigérian. Bon, maintenant le Nigeria va faire quoi? Ils vont rien faire. Étant donné que ça fait 3 semaines, Tania, qu'on les avertit. Essayez de résoudre ce problème, sinon nous allons passer à l'acte. Tania, vrai ou faux? Trump l'avait dit, non? Il a dit, il a parlé des... Trump a dit à Tinubu, si tu ne fais pas ça, je vais bombarder ton pays. Et il a fait ce qu'il a dit et il a dit ce qu'il a fait. Maintenant, aujourd'hui, on essaie de masquer l'ingérence américaine pour nous faire croire qu'il y a eu une entente. Déjà même, Tania, j'ai lu les 2 communiqués. J'ai lu le communiqué des Américains, j'ai lu le communiqué du Nigeria. Les 2 sont en train totalement de dire du tout et du n'importe quoi. Un dit une chose, l'autre dit son contraire. Il faut bien lire entre les lignes. Hein. Ce que dit le Nigeria, c'est pas ce que disent les Américains. C'est 2 versions différentes, mais qui se rapprochent dans la forme, mais pas dans le fond. Tu vois un peu, Tania. Donc on est aujourd'hui dans une situation où même Tinubu n'a même plus le contrôle de son propre pays. C'est une vérité. Parce que comment peux-tu être à la tête d'un État, des étrangers parviennent via Africom à bombarder ton pays? Tania, c'est grave hein, ce que les Américains ont fait au Nigeria. Hein. Et c'est aussi un message très profond que Trump envoie aussi à l'AES. Le gars est en train de... Oui, c'est aussi un message qu'il envoie à certains dirigeants africains. Que je suis capable de faire ce que je veux chez vous. Et vous n'allez rien faire. C'est ça aussi le message implicite de la frappe de Donald Trump au Nigeria. C'est que le jour que vous m'énervez, le jour que vous ne répondez pas à mes besoins en termes de ressources, je vous frappe. C'est ça la vérité. Bon, maintenant les gens disent que oui, les gens disent maintenant Tania que oui, comme vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria, que Kagame tremble. Trump ne va jamais bombarder Kagame. Enlevez-vous ça de la tête. Ni aujourd'hui, ni demain, ni même dans vos rêves les plus sordides. Trump ne va même jamais bombarder le M23. Je peux me tromper. Mais qui a créé le M23? Qui pilote le M23? C'est la CIA. Quand même. Bon, vous êtes en train de nous expliquer
que des rebelles, des terreaux, financés, renseignés par les États-Unis, se feront bombarder par les États-Unis? Qui a créé Daesh? Qui a créé Al-Qaïda? Moi, en fait, il y a des fois, quand j'écoute des gens, je me dis que non, on est loin vraiment d'arriver. Quand la directrice même du renseignement américain est sortie pour dire que Tulsi Gabbard. Oui, était sorti pour dire que c'était eux qui finançaient tout et tout via USC, tout et tout. C'est que les gens ont dit que c'était faux, malgré que c'est eux qui a parlé. Hein? Malgré que c'est eux qui a parlé, ils ont dit que c'était faux. Mais arrivé, c'était un moment... Non, le problème c'est que la déclaration de Tulsi Gabbard était trop grave. Parce qu'elle implique beaucoup de dirigeants américains. Exactement. Dans la création d'Al-Qaïda. Oui. Oui. Elle a accusé la famille Clinton et Bush d'avoir participé à la création d'Al-Qaïda. Mais ça ne s'arrête pas qu'à eux. Il y a aussi le regretté, celui qui est mort là, Dick Cheney. Ils sont nombreux qui sont derrière ce dossier. C'est toute une chaîne de dirigeants qui sont derrière la création d'Al-Qaïda. Tu es en train de parler du bouleversement du gouvernement américain. Et parmi eux, il y en a même encore peut-être qui sont autour de Donald Trump. Il faut faire très attention. Dans ce cas, Tulsi Gabbard, c'est pour ça que dès qu'elle a balancé ça, Trump est sorti une fois pour contredire. Il n'a pas le choix, Tania. On parle quand même quelque part du Deep State. Hein. Tu vas pas te lever un matin et accuser les gars du Deep State. C'est pour ça que tu constates que même depuis qu'elle a fait cette publication, elle est carrément hors réseau. Bon, je ne vais pas dire qu'elle ne fait plus les publications, mais c'est comme si on lui a complètement interdit de se prononcer sur certains dossiers, de manière publique. Même l'Ukraine, où elle dénonçait de manière rigoureuse et farouche le pouvoir ukrainien, ne le fait même plus. C'est ça aussi la réalité derrière l'histoire de Daesh et d'Al-Qaïda. C'est que beaucoup de personnes sont impliquées, des entreprises, des multinationales, des hommes privés, des hommes d'affaires, des gouvernements, des États, tout le monde est impliqué dans ces histoires. Le terrorisme qui sévit aujourd'hui en Afrique, ça profite à beaucoup de personnes, même aux locaux. Chez nous, il y a les locaux qui en profitent. Oui, les locaux. Mais bien sûr, tu prends le cas de la RDC, tout le monde est impliqué là-bas. Chacun finance sa faction. Étranger comme local. Chacun est impliqué parce qu'il y a des intérêts derrière le cobalt, l'or, le coltan. Tu prends le cas du Sahel. Mais les groupes terreaux qui sévissent au Sahel, ça arrange aussi certaines personnes qui voudraient se repositionner politiquement dans le pays, Tania. Il y a d'autres qui veulent prendre le pouvoir à Bamako. Donc ça les arrange qu'il y ait des actions terreau contre le pouvoir d'Assimi. C'est pour ça que tu entends des alliances entre... Pendant la propagande sur Bamako, ils ont dit que même il y avait une alliance qui est en train d'être faite entre les politiciens et les terreaux. Mais ces terreaux sont le bras armé de ces politiciens. Exactement. Plus global, Tania. Le terrorisme en Afrique est le bras armé de l'Occident. Juste. Donc au Sahel, ils veulent devenir le bras armé de ses opposants. C'est pour ça qu'ils parlent de coalition. Il y a ceux qui véhiculent l'idée et il y a ceux qui appliquent l'arme. C'est tout. On crée une fusion et on devient une force militaire, une force politique capable de renverser le pouvoir central. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, en Afrique, plus globalement... D'impliquer les populations dans tout ça aussi. Mais bon. Non, on n'implique pas la population. Non. Ce qui se passe au Mali, ce n'est pas une question d'impliquer la population. C'est d'empêcher la population de se rebeller contre ces forces politiques qui veulent renverser le pouvoir. Attention. Ils ne sont pas en train d'impliquer la population. Ça ne sert à rien à la population. Pour eux, la population n'existe même pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait une barrière entre Assimi et leur action. C'est tout. Et pour ça, il faut manipuler les consciences. C'est là où aussi la guerre médiatique, la guerre psychologique, la guerre cognitive joue son plein. Il faut que les populations doutent d'Assimi. Il faut s'aimer la terreur. Il faut faire croire aux Maliens qu'ils s'est trompé de combat afin de justifier leur opération militaire. C'est ça le but, hein. La crise du carburant, c'était ça. C'était de pousser le peuple à se révolter contre le pouvoir central et profiter de cette révolution afin de mener des incursions et attaquer le gouvernement. C'était ça le but. Si le peuple cédait, je te dis, c'était mort.
Quelle entente que les terreaux sont en train d'entrer? Ils veulent que le gouvernement s'effrite aussi, comme à Kaboul. Voilà. Bien sûr, c'est pour ça que le peuple devient un dommage collatéral dans cette histoire. Parce qu'on se sert des attentes et des morts pour justifier l'impensable. C'est ça la vérité. Donc, le plan, il est là. Tant que le peuple tient, c'est ça la vérité derrière cette histoire. Tant que le peuple est debout, ils ne peuvent absolument rien. Ils ont échoué en Russie parce que non seulement la Russie, c'est une puissance militaire, économique, on pourrait le dire aujourd'hui. Ils ont réussi, oui, on pourrait le dire aujourd'hui. Comparé à la France, aujourd'hui, la Russie est debout. Mais le peuple est resté résilient. À quel moment tu compares la Russie à la France en matière de militaire? Bon, j'ai dit en matière économique, sur le point économique. Les journalistes français eux-mêmes disent qu'une armée incompétente pour aller... C'est les journalistes français qui disent que l'armée française est incompétente pour aller en guerre. Bon, à quel moment tu compares combien de personnes d'abord en Russie? Non, mais en fait, Yous, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de respect pour les Africains, c'est que la vie des Africains ne compte pas. C'est tout. On est du bétail. Ça fait mal ce que je dis, mais nous sommes considérés comme du bétail. Rappelez-vous les analyses des différents, soi-disant, experts occidentaux qui disent que l'Afrique est considérée comme une matière première. Si l'Afrique, en tant que continent, est considérée comme une matière première, nous, là, nous sommes considérés comme quoi? Ah, du bétail, des animaux, poulets. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que je dis, regardez le Congo, regardez à droite. Ils ne pensent pas à la combien de morts? Ce qui les intéresse, c'est leur... Mais bien sûr, mais Tania, n'allons pas loin. Regarde le Soudan. Tu as vu, malgré c'est tout même... ce qui s'est passé, toutes les vidéos qui ont été publiées, toutes les vidéos, on a dénoncé. Tu as vu, Donald Trump dit qu'ils ont soutenu. Mais Tania, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu parler du Soudan. Les gens me reprochent, Dani, parle de ce qui se passe au Soudan. C'est hypocrite. Pourquoi? Parce que vous parlez du Soudan que quand ça chauffe. Mais ça chauffe tous les jours au Soudan. Tous les jours, il y a longtemps. Il a suffi qu'on monte une femme en train de, je sais pas où elle pleurait, où elle mourait, et c'est devenu un tollé mondial. Tout le monde a fait des vidéos TikTok. Oh, regardez ce qui se passe au Soudan. Oh, Free Soudan. Depuis ce jour-là, vous en parlez encore. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, Tania. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans les histoires de Free, hein. Les trucs de Free Soudan, Free Palestine, Free Congo. Moi, Daniel, je suis pas dedans. Je suis dans les actions. Free, ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Pendant que vous criez Free, on est en train d'éliminer les Palestiniens là-bas à Gaza. Donc pour moi, Free, là, ça n'existe pas. Ça fait combien d'années qu'on dit Free Congo, Tania? Ça fait des années, on fait que dire Free. Le Free, là, moi, à un moment donné, quand j'entends même Free, là, moi, ça m'énerve même déjà. Free Congo à gauche, Free Congo à droite. Mais ça ne sert à rien. Les Congolais veulent, par exemple, une solution à leur guerre. Ils ne veulent pas un Free. Ils en ont rien à foutre du Free. Pendant que tu dis Free, on est en train de veiller une femme. Pendant que tu dis Free, on est en train d'éliminer un homme. Pendant que tu dis Free, on est en train de kidnapper un enfant. Pendant que tu dis Free, on est en train de détruire un village. Pendant que tu dis Free, on est en train de piller les ressources du pays. Free n'a aidé personne. La solution, c'est une action militaire. Mais les gens n'ont pas assez de couilles et d'audace pour le dire, Tania. C'est ça la vérité. Faites des vidéos, vous dites, on veut une action militaire concrète au Congo. Révoltez-vous. Arrêtez de dire, oui, Free, on s'en bat les couilles de Free. Free nous sert à rien. Donc les gens qui vendent là les Free, c'est juste parce qu'ils veulent des vues. C'est tout, ils veulent des vues, c'est tout. Ils mettent Free là, ça fait 60 000 likes, 2 millions de vues, et après, ça a sauvé qui? Ça sauve personne. Au Sahel, les gens, au Sahel là, au Mali, les gens sont morts depuis les années 2011, 2010. Ça a sauvé qui? Le Free a sauvé qui au Mali? Assimi Goïta, quand il a pris le pouvoir, c'était avec un Free Mali. Le gars s'est levé un matin, il a dit, mes amis, je vais renverser le pouvoir et je vais chasser la France. Hein. Il n'a pas fait ça sur les réseaux sociaux. Le gars s'est imposé par la force. Les Africains, Tania, doivent comprendre que l'Occident ne comprend que le rapport de force. Point. Les gens sont trop dans l'évangile. C'est ça qui nous tue, Tania. En fait, je t'explique. Ils sont sauvages. Eux, ils sont que dans le tout. Ils n'aiment pas le dialogue. Et quand ils viennent, ils vous prennent pour des animaux qui peuvent berner, ils peuvent voler, ils peuvent mutiler comme ils veulent. Mais quand vous faites la force à eux, ils comprennent.
Le message est passé avec les pays de l'AES. C'est passé. Soit vous acceptez nos conditions, soit vous dégagez. Et c'est ce qui les fait mal. C'est pour ça ils sont plus sur le Mali, parce qu'ils se disent que la première personne à leur avoir tenu tête, c'était le général Assimi. Tania, regarde ce qui s'est passé en Iran. La guerre des 10 jours. Mais l'Iran a montré au monde que seul contre tous, les gars tiennent debout. Non, mais l'Iran a appliqué. Il n'y a pas d'homme en Israël. Oui. L'Iran a appliqué un principe, le rapport de force. Point. Merci, la guerre de 12 jours. L'Iran a appliqué le rapport de force. Point. Et à ce moment même, ils sont de se préparer, ils le disent officiellement. Eux, ils vont battre les attaquants. Oui. Parce que s'ils restent, Israël va penser qu'ils sont faibles. Au Venezuela, Maduro applique le rapport de force. Il dit à Trump, tu attaques, nous on va riposter. Les pays même qui ne sont pas en guerre, comme la Biélorussie, les gars sont déjà dans une logique de réciprocité. Pourquoi chez nous en Afrique, on est trop dans l'évangile? C'est ça qui me dérange un peu, Tania. Les gens sont là à dire, oui, il faut attendre, Dieu va nous sauver. Regardez ce que Kagame a fait. On peut critiquer Kagame, hein. Mais pendant que nous, on est en train de dire Dieu va venir nous sauver, Kagame dit lui, son Dieu là, il n'existera plus jamais dans son pays. Il ferme les églises et il arme ses soldats pour aller attaquer la RDC. Donc lui, il a compris que son Dieu, Tania, le Dieu de Kagame, ce sont les armes, les Kalachnikov. Kagame dit aux Congolais, pendant que vous priez Jésus, moi je vais prier les armes. Je vais acheter les armes, les Kalachnikov, je vais les fournir au M23 et on va vous attaquer. Donc pendant que vous espérez un bouclier américain, eux ils sont dans une logique d'expansion territoriale. Tu comprends que Tania, nous sommes dans un sérieux problème psychologique. L'Africain a un sérieux problème. Et peut-être, je ne sais pas si c'est mental, éducationnel, je ne sais pas, mais on a un sérieux problème. L'AES aujourd'hui est en train d'appliquer aussi la réciprocité. Oui. Ce qui se passe au sein du Sahel aujourd'hui, c'est une forme de réciprocité face à toute tentative de déstabilisation et de menace. Nous voyons par exemple, quand les Américains, les Français menacent le Mali, le Burkina et le Niger, les gars répondent à la même minute. Qui aurait pu imaginer ça, Tania, il y a 10 ans? Toi, tu pourrais imaginer Ibeka faire ça. Tu pourrais imaginer Bazoum faire ça. Bazoum, même lui, il était soumis jusqu'aux orteils. Le message du premier ministre, le général Aboulaye Maïga, où le truc a dit que s'ils attaquaient le Niger, eux, ils allaient aller aux côtés. Ah, mais ça choquait tout le monde. Jusqu'aujourd'hui, ces Diao, ils ne se sont pas réunis. Mais Tania, nous sommes dans un monde où c'est la brutalité qui parle. Tu sais, les gens nous parlent tout le temps des droits de l'homme. Ça n'existe plus. Et même ils respectent, et puis en Palestine, il y a un massacre. Voilà. Les droits de l'homme, tout ça, ça n'existe plus. Ça n'existe pas. J'ai vu certains individus, pour ne pas les citer, nous expliquer que oui, le Burkina applique la peine de mort, je suis contre eux, mais c'est les premiers qui partent prier à Israël. C'est le premier qui vont en Israël là-bas prier le Dieu d'Israël. Alors qu'Israël aussi a cette loi de peine de mort. Faut pas l'oublier. C'est même pas fait de la loi de peine de mort. Avec ce que Israël a fait en Palestine, on peut en parler. Hein? Le massacre en Palestine, on peut en parler. Vous ne voulez pas en parler, mais c'est vous qui dites que vous priez pour Israël. Lequel Dieu d'Israël? Dieu dit d'enlever son nom dans vos conneries. Hein? Je répète, Dieu dit d'enlever son nom dans vos conneries. Le massacre qui se passe en Palestine, vous pouvez en parler? Parler de Palestine même, laissons. Ouais, le Congo, non? Congo. Ouais, le frère congolais qui tombe. Soudan. Ouais, le Mali, près de 30 000 morts en près de 10 ans. Qui en parle? 30 000, c'est plus de 30 000 morts en 10 ans. Je te donne une statistique. En 2024, si je ne me trompe pas de chiffre, 65 000 personnes sont mortes par la famine. En 5 mois record. Qui en a parlé, Tania? Personne. Au Soudan? Oui, au Soudan.
En Somalie, pardon. En Somalie. En Somalie, oui, Somalie aussi c'est grave. 65 000 personnes sont décédées de maladies et de famine à cause de la guerre. Les conséquences de la guerre. Qui en parle, Tania? Voilà, le Soudan, par exemple, tu vois l'Union africaine qui est prête à bondir les sanctions, prête à intervenir dans d'autres pays. Pourquoi ils n'interviennent pas au Soudan? Ils veulent sauver le Mali. Parce que aujourd'hui, tu te rends compte que tout le monde veut sauver le Mali. C'est quand même comique, hein, mais toute la planète veut sauver l'AES. Mais personne ne veut sauver le Congo et le Soudan, Haïti. Haïti, hein. Non, après, je pense à mes frères haïtiens. Et il y a aussi Haïti qui est là. Personne ne peut pas sauver Haïti, là, quand même. Personne ne parle de Haïti. Tout le monde veut sauver l'AES. Tout le monde, hein. Les États-Unis, les Français, toute la planète veut sauver l'AES. Nous avons ramené une histoire bidon, je me rappelle, dans cette année, qu'au Burkina, les peuples. Pendant que le chef d'état-major même du Burkina, vous faites rien, ils ont quitté les Touaregs au Mali. Oh, pourtant, le ministre de la Sécurité, même au Mali, est Touareg. Je dis qu'il faut les scénarios là même. Là, je me pose la question. Tu te rappelles pendant le sommet, plein de Touaregs qu'il y avait, même à la télé. Plein de Touaregs qu'il y avait. J'ai dit, mais de quel Touareg ils ont parlé à la fin parce qu'on n'a rien compris. Le meilleur communicant sur Facebook au Mali, c'est un Touareg. Shoghi Ag. C'est ça, non? C'est Shoghi Ag, non? Je crois même qu'il vit au nord même. Ou bien, je sais pas, il est au nord ou bien il est où? Donc, j'ai dit, mais il parle de quoi? Et Shoghi, il a fait, je crois qu'il a fait une interview où il a dit que même, c'est à cause de ça même, il est raté. Mais il parle de qui, ceux-là? En fait, on est choqués. C'est ça, Shoghi Ag, c'est ça? Voilà. On est choqués. Shoghi Ag, il a tellement de mots, il est à fond dans la communication pour le gouvernement malien sur Facebook. Mais il est Touareg. Mais tu regardes, tu dis, mais attends, il raconte quoi même seul? Il nous parle de quoi à la fin? Ils sont tous en train de chercher des scénarios. Non, mais c'est pour diviser pour mieux. Moi, en fait, c'est diviser pour mieux régner pour mieux piller en soumettant les peuples, et par cette soumission, on impose une idéologie. C'est tout, c'est la chaîne de domination que les Occidentaux veulent imposer au sein de l'AES. Mais le problème, c'est que la première étape ne fonctionne pas. Donc quand la première étape ne fonctionne pas, on passe par les armes. Et quand les armes aussi ne fonctionnent pas, on essaie de passer par la communication. Quand la communication ne fonctionne pas, on se rend compte qu'en réalité, on a 3 États qui sont vraiment résilients et qui ont compris les enjeux. Mais tu sais aussi, Tania, je vais te dire, les médias classiques ont perdu face aux réseaux sociaux. C'est pour ça que, tu sais, l'éveil qu'il y a actuellement en Afrique, il faut quand même le dire, hein, c'est grâce au réseau. Hein. Exactement. C'est grâce aux applications. Oui, c'est grâce aux applications comme TikTok, Facebook, YouTube, qu'aujourd'hui beaucoup d'Africains comprennent les choses. Parce que pose-toi la question, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais les médias classiques allaient nous pomper la propagande. C'est ce qui s'est passé en France au début de la guerre russo-ukrainienne. Ils ont vite, je dis à la vitesse éclair, ils ont chassé RT France et Sputnik. Ils ont isolé la population dans une bulle de filtre selon laquelle les fautifs c'est les Russes, les coupables c'est les Russes et les victimes c'est les Ukrainiens. C'est le même principe qu'ils veulent appliquer en Afrique. C'est pour ça que quand tu vois par exemple le Mali, le Niger, le Burkina qui demandent aux médias français de quitter leur territoire, ça dérange. Ils en font des communiqués, ils en font des émissions. Oui, le Mali n'a pas le droit de chasser France 24, le Mali n'a pas le droit d'interdire RFI, parce que ce sont des outils de domination mentale. Exactement. Rappelle-toi, Tania, je pense que tout un chacun ici, je connais pas l'âge de ceux qui sont dans ce live, mais nous avons presque tous grandi avec RFI. Oui. C'est pour ça que le capitaine a dit que RFI les a emmenés à détester Laurent Gbagbo. Oh putain, c'était lui la victime. Il a dit. Moi dans ma famille, mais j'ai des aînés qui ne pouvaient, parce qu'aujourd'hui la donne a changé, mais qui ne pouvaient pas vivre sans écouter RFI. La radio là, ils ont ça comme. Ils vont au travail, dans la voiture, RFI est là. Ils rentrent, RFI est là. Ils dorment, RFI est là. Ils se réveillent à 6 heures, RFI est là.
Le contrôle mental était exercé, Tania. C'est-à-dire que quand tu as une guerre qui se déroule entre deux parties, et un bon matin on informe à celui qui voyait RFI comme le dieu informationnel, qu'en réalité tu dois te passer de ce média, la première réaction pour lui c'est de dire mais en fait c'est toi le propagandiste. Que tout ce que toi tu es en train de raconter ce n'est que une illusion, ce n'est qu'un mensonge, une désinformation. Que tu passes ton temps à attaquer la France alors que la France n'y est pour rien. Parce qu'il y a eu un lavage de cerveau. Et les médias y ont bien contribué. J'irai même plus loin, Tania. Moi, je pense que l'Afrique doit se couper de beaucoup de choses. Même que ce soit les programmes scolaires et même que ce soit les films occidentaux. Moi, j'irai un peu loin. Mais il faut vraiment purger, je dirais, la conscience de l'Africain. Parce que elle est sale. Ils ont réussi non seulement à nous désacraliser, mais à nous éloigner du plus important. Tu sais, moi je l'ai toujours dit, hein, Tania, en l'homme africain sommeille une âme de guerrier. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous avons été déconnectés de cette source. Au lieu de régler nos problèmes avec nos mains, nos têtes, nos pieds et nos yeux, on préfère attendre quelqu'un d'imaginaire qui viendra résoudre ce problème. C'est grave. Quand tu regardes les autres peuples qui se battent pour leur liberté, parce que c'est une question d'urgence, d'existence, chez nous en Afrique, on se dit, la solution viendra peut-être d'une imagination, d'une illusion, d'un monde éphémère, d'une histoire rocambolesque, d'un film de science-fiction qui peut-être viendra un jour nous libérer. Libérer de quoi, mon frère? Parce que là, nous sommes au dernier virage, Tania. Si là, par exemple... Regarde comme ils nous ont foutu de con que Jésus aime les pauvres. Hein? En ce moment, vous avez... Seigneur, ouais, les Africains... Mais Kagame, moi, je n'apprécie pas. Regarde, moi, non, Tania, moi, je n'apprécie pas Kagame. Je le dis à haute intelligence de voix. Je ne le supporte pas, mais lui, il ferme 10 000 églises. Hein? Attends, Tania, c'est un message quand même très fort. Hein? Et il est en train de dire à ses ennemis autour de lui que, les gars, moi, je crois aux armes. Ma guerre, là, je crois aux armes. Le résultat, c'est avec les armes. Ma défense, c'est avec les armes et mes soldats. Ce n'est pas avec des imaginations célestes, non. Si je veux aller piller le coltan, je ne vais pas aller avec la Bible, je vais aller avec des armes. Ça, c'est dans la tête de Kagame. Hein. Pendant que d'autres sont en train de dire, pour lutter contre Kagame, il faudrait peut-être que Dieu nous aide. Mon frère, même Dieu dans la Bible dit, aide-toi avant que le ciel ne t'aide. Hein. Moi-même à une armée. Le problème, c'est que, ils nous ont dit que, ils nous disent que Dieu aime les pauvres. Donc, nous, on doit rester pauvres. Mais pour qu'ils voient nos richesses, au fait. Les Africains ne se sont jamais posé cette question. Pour qu'ils voient nos richesses. Maintenant qu'ils nous présentent les anges de Dieu, ils nous présentent des anges avec des armes. C'est-à-dire que Dieu même a une armée pour le protéger. Et vous êtes assis que vous attendez Alice au pays des merveilles, vous attendez Dieu. Non mais après Tania, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que le succès, pas que je pense, d'ailleurs même, c'est factuel ce que je dis, le succès de l'AES va engendrer d'autres organisations similaires à l'AES. C'est ça que le général Assili a supprimé la révolution française des écoles maliennes. Mais pourquoi? Attends. Il avait il y a combien? 2 ou 3 mois. Il a fait. La révolution française. Ils ont venu d'apprendre Moussa Moussa Soudata Keïta pour révolution française, n'importe quoi. Il a dit on ne veut pas ça ici. Nous avons des héros. Je peux prendre au Mali, tu prends l'histoire de Babemba Traoré. Il y a des Maliens dans le live. Je pense que tout le monde connaît quel Babemba Traoré. Non, tu vas trop loin. Le frère de Moussa Moussa, Abdoulaye Moussa. Non, moi je parle de l'histoire. Je parle de l'histoire de Babemba Traoré pour une raison. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé durant la crise du carburant.
Parce que l'histoire de Babemba Traoré, je pense qu'on tourne dans les années 1858-1898, précisément le 15 juillet 1898, à Sikasso. C'est lui le dernier roi. Sikasso? Non, pas, on dit pas Sikasso. C'est le dernier roi. Aidez-moi un peu en bas là. C'est Massa ou c'est quoi? Bref, c'était un dernier roi. Ok? Il a mis Lisa, oui. Babemba et Thiéba Traoré à Sikasso. C'était le roi des Ségou, Tendougou. Voilà, Kénédougou. C'est Kéné. Non, c'est Kénédougou. Voilà, le dernier roi. Son histoire, moi j'adore l'histoire de ce monsieur. D'ailleurs, je connais même beaucoup des héros maliens que j'ai étudiés. Mais l'histoire de Babemba Traoré m'a beaucoup interpellé, surtout avec la crise du carburant. Parce que lui, son problème, c'était qu'il refusait une garnison française. Les Français ont dit, comme tu refuses qu'on installe une garnison française, on va t'attaquer. Les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imposé un siège militaire. La même chose un peu avec les Théo qui voulaient instaurer un siège militaire à Bamako. Ils ont encerclé Sikasso, ils ont bombardé la ville. Il a tenu, hein. Il a renforcé les protections autour de la ville. Il a tenu fort debout pour une seule raison. Il disait, je me bats parce que c'est une question de souveraineté. C'est une question de dignité. C'est Babemba Traoré qui le disait, pour ceux qui connaissent bien l'histoire. Il est mort pour ses convictions. Ça, moi j'ai toujours dit aux Maliens, vous venez d'un peuple de guerriers, hein. Et les gens ont l'habitude de critiquer les Maliens, mais c'est un peuple très résilient, très fort. Ils ont même ça dans leurs veines. Oui, ils ont ça dans leurs veines. C'est une question générationnelle. Je te parle du frère de Mansa Moussa, Boubacar Mansa. Voilà. Oui. Parce que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'était lui. C'est lui qui a découvert l'Amérique. C'est lui qui a quitté le Mali, allé en Amérique. Et le trajet de Mansa Moussa, c'était pour partir rejoindre son frère, Aboubakar II. Voilà. Partir rejoindre son frère. Donc le Mali a une histoire. D'accord? Le Mali a une histoire. Donc à quel moment on vient dire aux Maliens d'apprendre révolution malienne pendant que il y a Mansa Moussa, il y a Aboubakar II, il y a Babemba comme et il y a les rois de Ségou, il y a les rois de Ségou qui ont lutté contre la colonisation. Donc à quel moment des héros. Soundiata Keïta, Soumagourou Kate, tous ceux-là sont au Mali. Donc à quel moment vous leur dites de partir après la révolution française pendant qu'ils ont les histoires? Ils avaient des rois chez eux. Oui, le Tata de Sikasso, c'est le Tata de Sikasso, c'est au sud. Oui, il y a Kankou Moussa aussi, oui, il y a Kankou Moussa aussi. Non mais l'Afrique a des héros, mais pourquoi devrions-nous écouter, lire l'histoire de ceux qui nous ont colonisés? Napoléon. Mais Tania, c'est un affront, c'est une humiliation. Qu'en 2025, en Afrique francophone, précisément dans certains pays d'Afrique centrale, on te force encore à étudier la colonisation. En fait, on te force à écouter ce que le maître est venu faire à tes parents. Et on juge que c'est normal. Et on te force à... T'as tes parents qui ont résisté. C'est eux que tu dois écouter. Mais justement, Tania, ces soi-disant intellectuels qui attaquent l'AES, c'est des aliénés mentaux. Ils ne comprennent absolument rien parce qu'ils sont endoctrinés. Les cerveaux sont lobotomisés, javelisés. Ils n'ont plus que pour substance le mensonge dans la tête. Ils obéissent au maître parce qu'ils jugent que la vérité ne sort que de la bouche du maître et le mensonge ne sort que de la bouche de l'esclave. Parce que beaucoup de Noirs, Tania, aujourd'hui, à l'heure au XXIe siècle, les Occidentaux encore considèrent les Africains comme des esclaves. Hein. Exactement. Oui, hein, faut le dire, hein, faut pas se cacher. Moi, je suis quelqu'un, je ne tourne pas autour de quelque chose quand je veux l'assumer. Hein. On nous considère encore comme des soumis. L'Afrique n'a pas droit à la parole, Tania. On n'a droit à rien. Hein. Je t'ai dit, on n'est même pas considéré. Sur le Conseil des Nations, l'Afrique n'est pas considérée.
Preuve à l'appui, regarde l'ONU, on n'a aucun siège au Conseil de sécurité. Mais ça devrait même déjà ça devrait même d'abord vous interpeller. Nous ne représentons absolument rien à leurs yeux. Pour eux, nous sommes les personnes qui sont positionnées au mauvais endroit. Parce que nous sommes riches. Mais ils se posent la question, mais comment ces animaux-là sont assis sur des ressources naturelles? C'est pas possible. Si on peut même les décimer, on va les décimer. Mais c'est ce qui se passe. Toutes les guerres qui sont en train d'occasionner chez eux se retournent chez nous. Mais c'est une dinguerie, Prégamour. C'est une dinguerie, il faudrait le dire. L'Africain n'est pas respecté. Parce que malheureusement, nous avons aussi des dirigeants qui ne respectent pas leur peuple. Exactement. Qui n'ont pas de couilles. Aujourd'hui, je vais chuter par là. Aujourd'hui, demain ou après-demain, les Maliens, les Burkinabés, les Nigérians seront respectés parce que leurs dirigeants ont imposé le respect. Exactement. Voilà. Ils ont compris que dans ce monde, seul le rapport de force est le dialogue. Avec les Occidentaux, si tu n'as pas les pieds solides, ils te désaxent. Ils l'ont compris. C'est pour ça que demain, après-demain, quand un Malien, Burkinabé ou Nigérien, peut-être dans 5-10 ans, arrivera peut-être aux États-Unis, on le respectera. Parce qu'il a des dirigeants qui ont su imposer le respect. Mais tant que vous avez des dirigeants soumis, comme Tinibou, comment voulez-vous qu'on vous respecte, cher Nigérian? C'est pas possible. Mais Tania, regarde d'abord comment on traite les Nigérians. Pour ceux qui voyagent, comment les traite-t-on à l'étranger? On ne veut même pas les voir, ni les sentir. Dès qu'on les voit, on impose un ban direct là. On ne veut même pas leur donner le visa. Mais pourtant, les plus grands criminels, Tania, c'est les Américains. Exactement. Mais quand tu vois l'Américain, il y a le respect qui s'impose. Alors que c'est les plus grands criminels. C'est eux qui ont occasionné le plus de guerres dans le monde. Mais c'est les plus respectés. Comment ça s'explique? C'est paradoxal, mais c'est réel. Donc, c'est triste, mais c'est la vie. C'est triste. Faudrait que les Africains se réveillent. Réveillez-vous. Il y a trop Tania, le problème, c'est même pas que les Africains se réveillent. C'est... Tu sais, on peut pas mener ce combat ensemble, nous tous. Non, il y aura toujours des récalcitrants, il y aura toujours des personnes qui vont nous retarder. On n'a pas besoin de tout un quartier pour construire une maison. Parfois, quelques mains suffisent pour monter un édifice. D'accord? Nous sommes peut-être peu à mener ce combat, mais c'est ce peu-là qui va peut-être à la fin mobiliser la masse. La masse va peut-être voir que, les gars, si on essaie quelque chose, c'est mieux, suivons-les. Essayons nous-mêmes, entre nous. C'est pour ça que moi, je suis un peu contre le fait, je suis contre ceux qui imposent aux autres de suivre leur vision. Non, on n'a pas besoin de leur imposer quoi que ce soit. Regarde par exemple l'AES, Tania. Quand l'AES a été créé en 2023, les gens insultaient l'AES, non? Traitaient de tous les noms. Beaucoup de dirigeants africains n'osent même pas se prononcer en faveur de l'AES. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tinubu a dit c'est des voyous. Voilà, parce que les gars ont compris que l'AES au départ n'est plus l'AES d'aujourd'hui. Peut-être l'AES au départ, c'était une organisation frêle qui peut demander pardon pour prendre son avion. Il n'a pas pu. Voilà, donc tu vois que au départ, on ne misait pas sur l'AES. Aujourd'hui, certains dirigeants qui ne croyaient pas à l'AES aujourd'hui se rendent compte que c'est une réalité géopolitique. Oui, moi je me rappelle des présidents de la CEDEAO. Je pense que c'était la paix et de Ouattara où ils disaient qu'ils vont s'effondrer de toute façon. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est les mêmes qui demandent à l'AES de les soutenir demandent de créer une forme d'union pour lutter contre les terreaux. Les terreaux en Afrique de l'Ouest. Oui, et ils le disent parce qu'ils reconnaissent que l'AES c'est une réalité géopolitique, c'est une réalité qu'on le veuille ou non. Ils ont réussi à déjouer tous les pronostics. Après, les gens vont critiquer, mais la critique, tout le monde est critiquable, hein. Même l'ONU se fait critiquer, les BRICS se font critiquer, ouais, tout le monde est critiquable, donc qu'on critique l'AES ou pas, Tania, non, on en a strictement rien à cirer de cela. Le plus important, c'est que l'AES évolue. C'est tout.
Donc, les gens qui disent tout le temps, ouais, mais vous parlez tout le temps de l'AES matin, midi, soir, vous voulez qu'on parle de quoi? À part l'AES là, bon, à part l'AES là, hein, à part l'AES que nous voyons là, vous voulez qu'on parle de qui? De quoi? La vallée, il y a quel dirigeant là-bas qui fait le même combat que l'AES? Talon, Ouattara, ils ont fini de vendre leur pays. Vous voulez qu'on parle de quoi? On parle de l'embryon. L'AES est l'embryon de la renaissance africaine sur le plan culturel, démocratique, militaire, économique. Vous voulez qu'on parle de quoi? Je répète, l'AES est l'embryon de la renaissance africaine sur les plans économiques, culturels, militaires, etc. Vous voulez qu'on parle de quoi? L'espoir est là-bas et le rêve est là-bas. Moi, je rêve aujourd'hui d'une Afrique unie parce que 3 pays se sont unis et sont en train de nous présenter l'avenir comme étant quelque chose de radieux. Vous voulez qu'on parle de quoi d'autre? Moi, je n'ai pas le temps d'aller parler d'autres pays où vous-même, vous n'arrivez même pas à vous libérer de leurs dirigeants. Non, mais, Dani, l'AES dont on parle, qui a été créé en 2023, l'AES déjà a réuni 5000 hommes. Le général, on a vu le général Assimi à Bamako donner les condats, tout et tout. Avec une armée, avec des matériels militaires. On a vu ce qu'ils ont donné. Bon, CEDEAO qui dit que depuis 1950 ans, CEDEAO a fêté ses 50 ans. Ils ont 1650, et je crois que c'est à cause du Bénin, mais ils ont augmenté à 2000, c'est les 2000 qui devaient partir au Bénin. Non mais attends. Non mais, en fait, les gens ne comprennent peut-être pas un détail. La force unifiée de l'AES, 5000 hommes, les gens disent ouais c'est petit, mais ce n'est qu'un début. Non, c'est un début. Et la CEDEAO en 50 ans a eu combien? Attends, qui a dit que c'est petit là? Hein? La CEDEAO a combien d'années, Dadi? Donc tu vois que ce n'est qu'un début. Et ne soyez pas surpris que demain, cette force monte à 10 000, 15 000, 30 000. Ce qui est même marrant, Tania, c'est que 5 000, c'est le chiffre officiel. Il y aura des recrutements. Vous serez là pour compter le nombre de personnes recrutées. Ils sont en train de créer des VDP aussi au Mali. Ils sont en train de créer des VDP, tout ça, des super... L'AES est en train de se transformer en une machine de guerre, Tania. Et pourquoi vous avez peur de dire les mots? Ils ne veulent pas reconnaître. Mais il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Quand la CEDEAO a été créée, est-ce que ton papa, tes parents, mes parents savaient même qu'ils allaient nous mettre au monde? Mais ils sont en 1650 50 ans après. Ils ne sont même pas armés. Ils ont que des calaches. Mais tu as vu ce que l'AES a démontré, ce qu'ils ont. Est-ce que c'est comparable? En fait, la jalousie emmène les gens à ne pas reconnaître l'évolution des autres. Moi, je disais, est-ce qu'on a filmé les matériels qui sont rentrés à Bamako? Toi, même quand tu regardes, toi, tu as dit les noms, moi, mais je ne connais pas. Puné, on dirait ma taille. Puné d'un chat, on dirait ma taille. C'est derrière ça. Non, sérieux, amusement pas. Vous foutez de la gueule de qui? Quand Talon s'assoit devant des journalistes pour dire que le Bénin n'a pas d'appui aérien, c'est-à-dire que le Bénin n'a pas d'aviation, il fallait le Nigeria. Non, mais de quoi est-ce qu'on parle? Attends, Dani, attends, on parle de quoi là? Mais on se retrouve dans une situation où il fallait avoir des pays totalement désarmés. C'est tout. Que ce soit le Bénin, le Mali avant son excellence Assimi Goïta, le Burkina avant Ibrahim Traoré, le Niger avant Tchani, des pays qui n'ont aucune souveraineté sur le plan sécuritaire, économique, politique ou diplomatique, mais ça allait dans le sens de Paris. Ça les arrangeait. Parce que ça les permettait d'imposer une forme de contrôle, de domination et d'imposer des accords léonins. Tania, personne ne négocie. Tu ne peux pas venir en position de force et de domination face à un État qui assume pleinement sa souveraineté et qui aussi impose le rapport de force.
Nos États africains, bien avant nos 3 dirigeants de l'AES, n'étaient pas dans cette position. Aujourd'hui, la France, elle veut négocier avec le Mali. C'est gagnant-gagnant. Hein. Il n'y aura pas de faux bons. Hein. Il n'y aura aucun accord léonard. Or, en dehors de l'AES, là, je prends certains pays de la CEDEAO. C'est des pays où on impose des accords. On ne demande pas ton avis. On t'impose l'accord et si tu refuses, on active les terreaux. On te dit tu as 10%. Soit tu acceptes les 10%, soit on active les terreaux. Point. Ils ne discutent pas beaucoup. C'est simple. Mais si je mens, mais qu'est-ce que vous faites dans le live des menteurs? Allez vous balader ailleurs. Oh. Si on ment, qu'est-ce que vous faites dans nos lives? En fait, voilà encore un paradoxe. On va faire un groupe aussi. Pardon, ne parle même pas d'eux. Eux, ils ont fini avec... comment on appelle ça? Ils ont fini avec Bia. Pardon, non. Hein, il a rempli les accords coloniaux. Il y a un monsieur qui a été vous bombarder pour dire qu'aucun accord, il est en train de tout montrer. Aucun accord n'a été rompu. Allez répondre au cas là-bas, pardonnez. Quel accord colonial? C'est l'AES qui est la voix dans ce combat-là. Point barre. Le reste, ça, je suis pas dedans. C'est tout. Maintenant, on peut faire de la communication concernant les autres pays, mais les seuls pays pour moi qui mènent vraiment cette lutte, c'est l'AES. C'est tout. Faut pas qu'on nous distraie, hein, parce que dans ce combat, il y a trop de distractions, Tania. Les gens qui sont là pour distraire la masse, il y a d'autres qui sont là pour embrouiller, il y a d'autres qui sont là pour inventer des scénarios sortis je ne sais d'où. Non. Le combat de l'AES, c'est un combat avant tout du peuple. Et aujourd'hui, ils ont mis à leur tête 3 dirigeants qui aussi partagent leur vision. Ils sont unis autour de la même lutte, autour de la même cause. Il n'y a personne qui s'est levé un matin, qui les a influencés et leur dit « Allez, rébellez-vous ». Non, ils ont compris les enjeux dans le jeu pratiquement depuis des années. Je t'ai rappelé une chose, Tania. Au Mali, tu connais le Mali. Peu même parle français là-bas. Hein. Tout c'est le Bambara. Oui, on te parlait le Bambara. Ah, c'est le Bambara là-bas, les gars. Donc vous allez venir influencer toute une population qui déjà, à la base, pour une bonne partie, ne comprend même pas le français. Comment vous allez le faire? Beaucoup parlent Bambara. On pourrait même remercier les Maliens qui mènent le combat étant au Mali. Ceux aujourd'hui qui influencent, qui impactent au Mali, on devrait aussi les remercier parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité. Ils ont mené un très bon combat. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la base sur le terrain et qui parlent Bambara, et qui comprennent ce combat, c'est pas grâce à nous, à moi ni à toi. Donc, il y a ceux aussi sur le terrain qu'on oublie peut-être de remercier, mais qui impactent fortement la société. Hein. Exactement. Il n'y a aucun média dans le monde qui a réveillé les Maliens. Arrêtons un peu cette bêtise de... Non. Non. Il n'y a aucun média francophone là qui a réveillé les Maliens. Non, ils se sont réveillés par eux-mêmes. Avec leurs moyens, leurs ressources. Exactement. Leur état d'esprit. Je répète, au Mali, près de 75% parlent Bambara et d'autres langues locales. Il n'y a pas le français là-bas. Hein. C'est très peu qui s'expriment couramment en français, Tania. On peut dire peut-être 10 à 15, 20%. Et maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent peut-être ces passages en français et ils traduisent ça en Bambara. Ouais. C'est tout. Mais dire que nous sommes venus, nous on a impacté les Maliens comme ça, non, on sort d'où mon frère? On n'est pas des extraterrestres, les gars. Il y a comme Iboussi, Boubou, Jawara. Non mais ils sont pleins. Ils sont nombreux. Jawara, même Abdoulian. Ils sont pleins, ils ont beaucoup. Draman est là-bas, même actuellement, on peut mettre Draman dans le lot parce qu'il est actuellement à Bamako, Draman, voilà. Le colonel. Il y a tout ce... Je vous dis, il faut expliquer. Comme Ibounsi nous disait, lui, il explique doucement. Il traduit, il explique doucement. Et c'est un bon boulot. Franchement, c'est du bon boulot qu'ils font. Franchement, en toute sincérité, c'est du bon boulot. Non mais Moussa connaît. Et certains disent qu'on est alphabète. Bon. Mais non, vous avez votre langue. Et en fait, c'est ça qui me choque. Analphabète par rapport à qui? Par rapport à quelle langue? Parce qu'ils parlent le Bambara. Au contraire, c'est la France qui doit être frustrée parce que nous, on les déconstruit dans eux-mêmes les langues. Sinon, nous, on a notre langue.
N'est-ce pas? Mais on a nos langues locales, Tania. Mais nous, on déconstruit la France dans eux-mêmes les langues qui est le français. Sinon, les Maliens qui parlent le Bambara sont pas analphabètes, ils parlent la langue, c'est chez eux. Mais c'est ça qui me dérange. Lorsque je vois des individus au cerveau peut-être bien constitué, mais en fait, ils n'ont pas un cerveau constitué. Il y a de la bouillie à l'intérieur. Vous parlez Bambara parce que c'est votre langue. Moi, je peux parler le Wambert. On peut parler nos différentes langues. C'est notre langue. Au contraire, quand on parle le français, ça peut déconstruire la France. Ça peut leur dire dans eux-mêmes les langues, on peut les déconstruire. Mais Tania, RFI, je pense que tu as déjà vu ça. RFI très souvent partage des émissions en Bambara. Oui. Ils ont même des articles qu'ils écrivent en Bambara. Bon, eux, ils nous traitent d'analphabètes. Combien de Français parlent Bambara? Peut-on aussi les traiter d'analphabètes? Je sais pas. Bon, je sais pas, moi je pose aussi ma question. Hein. Bon, eux, ils disent qu'on est analphabète parce qu'on ne comprend pas le français. Combien de Français parlent anglais? Peut-on aussi les traiter d'analphabètes? Je sais pas. En fait, c'est quoi cette histoire d'analphabète? C'est l'anglais la langue la plus... Mais pour nous, c'est une langue des affaires. C'est même une langue des affaires parce qu'à un moment donné, le monde, il est comme il est multipolaire. Si tu vas aller en Russie, peut-être le Russe va te dire ce que je pourrais comprendre de toi, c'est si tu parles anglais. Ok, peut-être, il n'y a pas de problème. Mais traiter un Malien, un Nigérien, Burkinabé, etc. d'analphabète parce qu'il ne parle pas français, c'est se foutre de la charité des uns, c'est se moquer des autres. Qui détermine qui est analphabète? En fait, je comprends pas. On n'a pas compris. Qui a le baromètre de ça? Tania, nous sommes dans une guerre. Imagine, va au Venezuela, va à Cuba. Mais à Cuba, là-bas, le taux d'alphabétisation à combien? Au Venezuela, mais si vous arrivez à vous comprendre, Tania, moi j'ai toujours dit, hein, si vous arrivez à vous comprendre dans une société, pour moi c'est le plus important. C'est pas le regard d'autrui qui compte, Tania. C'est ce que tu fais d'abord chez toi. Si tu réussis à te développer en fonction de tes outils que tu crées, c'est le plus important, Tania. En Chine, est-ce que les Chinois parlent français? Est-ce que les Chinois maîtrisent la langue anglaise? Pour ceux qui ont fait la Chine, vous arrivez dans des boutiques, beaucoup pas chinois. Ils sont pas dans vos histoires que How are you, I'm fine. Ils sont pas dedans. Beaucoup parlent leur langue. Et tu es obligé de suivre ou d'écouter ou d'apprendre leur langue. Ils imposent leur langue locale. Donc, mais nous aussi, Africains, imposons nos langues. Eux, ils ont besoin, en fait, Tania, moi, ce qui me blesse, c'est que l'Africain n'a toujours pas compris au XXIe siècle qu'il n'a pas besoin de l'Occident. C'est l'Occident qui a besoin de lui. Parce que nous avons ce qu'eux, ils veulent. Bon, eux, ils ont quoi que nous ne pouvons pas avoir chez nous? La neige, mais il y a la neige en Afrique, non, il y a des pays où ça neige. Le développement, mais nous avons tout pour nous développer. Qu'est-ce que eux, ils peuvent nous donner que nous ne pouvons pas avoir ou que nous n'avons pas chez nous? Rien. Par contre, nous avons des choses que eux, ils désirent, ils veulent. Et c'est pour ça, ils font la guerre. Ils envahissent des pays. Ils créent des divisions. Ils fomentent des attentats. Ils créent des factions. Ils fabriquent des micro-États dans les États. Tout ça pour avoir le contrôle des ressources. Des ressources qu'ils n'ont pas parce que l'hiver approche dans 10, 20, 30 ans et les prochains hivers seront très froids. Et donc, il faut déjà assurer son avenir. Il faut garantir l'avenir. L'avenir est morose. Hein? C'est dans ça, Dami, quand on apprend que la banque a un capital de 500 milliards, tout le monde était sur le choc. Oui, mais ils sont sous le choc parce que ça fait aussi partir de la guerre médiatique. Ouais. On a fait croire assez longtemps que le Niger, c'est un pays extrêmement pauvre. Le Burkina, Mali, c'est des pays pauvres. Tania, j'attire ta curiosité. J'attire la curiosité des gens ici. Allez même dans les films, dans les documentaires, ou même sur Google. Tapez Mali, Burkina, Niger. Quelles images ressortent? C'est toujours le désert, Tania.
Et pourtant, si tu arrives au Mali, il y a les routes goudronnées, il y a les bâtiments. Mais on nous sort toujours le désert, on nous sort les vieilles maisons des années 1800. Disait, mais attends, on a quitté ici, il n'y a même pas un mois. Mais ce bâtiment est sorti d'où? Ce truc est quitté. On était choqués. Ça, Bien sûr. On était choqués. Quand on quittait, ça. Lorsqu'ils nous présentent le Mali, ils ont cette manie, cette tendance à présenter le Mali comme si le Mali c'était uniquement le nord. Donc ils montrent le désert, les vieilles maisons des années 1600, 1500, 1800, ils disent voici le Mali. Bon, le blanc qui n'a jamais mis pied au Mali, dans sa tête, c'est que le Mali ressemble à ça. Le Mali n'a pas de route. Là-bas au Mali, ce sont des esclaves. Ils n'ont rien. Ils sont pauvres. C'est la terre rouge. Or, ce n'est pas le cas. Regarde par exemple l'hôpital que le Burkina Faso a inauguré. Quel média français en a parlé? Aucun. Pourtant, c'est un bijou. C'est une merveille. C'est quand même l'un des hôpitaux les plus modernes, ultra modernes d'Afrique. C'est un exploit dans un pays en guerre. Les médias auraient dû faire un tapage. Mais qui en a parlé? Personne. Même les médias africains, là, malheureusement, frontaliers à l'AES, que ce soit en Afrique centrale, personne n'en parle. Mais vous êtes toujours dans cette histoire d'Union africaine. Mais l'Union aussi commence par là. Vos frères au Burkina ont fait un hôpital. Il faut en parler, il faut vanter. 42 000 mètres carrés. C'est pas 4 000 mètres carrés, hein. 42 000 mètres carrés. Plus de 500 lits. Ultra moderne. Coût total du projet, 60 milliards. Ah, ça ne lève pas le matin pour faire ça, là, les gars. Dans un pays en guerre. La dernière fois, il a dit 200 milliards pour faire la route. Et il annonce 9. Et il annonce 9. C'est-à-dire que le Burkinabé qui se trouve au point A n'aura plus besoin d'aller se soigner à Ouagadougou. Or, avant Ibrahim Traoré, tu étais obligé de quitter une zone X pour aller à la zone A juste pour recevoir des soins. Traoré dit ce n'est plus possible. Si tu as la zone Y, tu pourrais maintenant te soigner à la zone Y. Ça fait partie du développement sanitaire, de l'évolution. Demain après, il annonce 9, c'est-à-dire que d'ici maximum 10 ans, toutes les villes du Burkina auront un CHU. Qui le fait en Afrique, Tania? Même en Afrique centrale, là, hein, qui le fait là-bas? Personne. Un CHU d'une telle envergure, 42 000 mètres carrés, 9. Le gars prévoit 9. Il est arrivé au pouvoir à peine 2022. Hein. Il est seulement à 2 ans et demi le pouvoir. 2 ans et demi. Le gars vous sort derrière des CHU. Ce que les gens ne veulent pas et ne tolèrent pas, Tania, c'est que nos dirigeants disent ce qu'ils font. Et après, ils font ce qu'ils disent. C'est tout. Pendant qu'il y a d'autres qui disent ce qu'ils font, et tu vieillis avec la barbe blanche. Tu vas vieillir, la barbe blanche va pousser comme ça, là, tu ne verras jamais ce qu'il a promis. Non, l'Africain a un incroyable talent. Le talent de la diversion. Hein? Certains Africains ont le talent de la diversion. Ils divertissent leur population et les populations y croient. Hein? Ils y croient au point de vanter là, les actions de leurs dirigeants qui eux-mêmes aussi sont dans le flou. Donc eux-mêmes ils voient le flou, mais ils disent quand même que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va faire ça ensemble. Lui-même qui le dit à Tania, il n'y croit pas, il n'y croit absolument pas. Mais il dit il va faire. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça. Va arriver là. C'est ça la démocratie. Le temps qui arrive, ça va arriver, je vais oublier. Voilà. Dani, laisse mon vieux tranquille. Ah, j'ai cité le nom de personne, mon frère. Ah là là là. J'ai parlé de personne. J'ai généralisé tout le monde. J'ai généralisé, moi. En tout cas, Tania, vous jouez contre qui? Le Burkina joue contre qui? Bon, le Burkina est tellement fort, mon c'est que bon, vous gagnez. Non, j'ai pas cité de nom.
Donc, j'étais à ma vie, moi. Contre Algérie, oh, le Burkina va les manger. Oh. Algérie, quoi, Algérie. Moi, je regarde pas ce match. Je vais regarder le dernier match Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est très intéressant là-bas. Les deux Doiman vont s'affronter aujourd'hui.